amis, nous sommes au Dialogue franco-russe comme pratiquement maintenant toutes les semaines. Nous sommes très heureux de vous recevoir et aujourd'hui c'est Jean de Glignasti, alors que vous connaissez très très bien. Pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas encore notre ancien ambassadeur français en Russie entre 2009 et 2013, c'est un diplomate qui est entré en ministère des Affaires étrangères en 1975, actuellement consultant, enseignant, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques IRIS, auteur de plusieurs ouvrages. D'ailleurs, en 2017, vous avez justement présenté la diplomatie au péril des valeurs. Après, je ne me souviens pas si vous êtes passé pour la géopolitique de la Russie, certainement. Et aujourd'hui, il s'agira plus de cet ouvrage qui s'appelle « Petite histoire des relations franco-russes ». D'ailleurs, j'invite tous les étudiants, et pas seulement qui sont dans la salle, à consulter parce que j'aimerais bien avoir un tel livre avant mes examens. C'est sûr, c'est très, très pratique. Vous avez été consul général à Jérusalem, ambassadeur au Sénégal, plus tard ambassadeur au Brésil et, comme j'ai dit, ambassadeur en Russie entre 2009 et 2013. Et c'est à ce titre, ce juste titre, que votre présence est précieuse au dialogue franco-russe aujourd'hui. Nos relations sont très, je ne peux pas dire tendues, mais tumultueuses depuis un certain temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé en 2014 avec tout ce qui s'est passé en Ukraine, la Syrie. Aujourd'hui, ce matin, j'ai lu sur les réseaux sociaux le message de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui a lancé en pic Jean-Yves Le Drian par rapport à la rupture du contrat avec l'Australie, parce que apparemment c'est le coup dans le dos des Français, comme l'a dit Le Drian, et Maria Zakharova a dit la France a une certaine expérience en matière, vu la rupture du contrat avec les Russes Mistral. Mais avant de vous passer la parole, c'est d'actualité donc. Avant de vous passer la parole, je pose plutôt une question apolitique pour une fois. Vous marquez dans votre livre, ce qui est très bien dans ce livre, qu'il y a tout, c'est l'histoire, la politique, le business et nos liens historiques. Vous dites, l'intérêt réciproque pour la culture de l'autre est toujours très vivant, mais il ne touche qu'une élite cultivée. C'est la relative dégradation de l'enseignement de part et d'autre plus que la mondialisation constitue le plus grave danger. Et justement, je rappelle que cette année, c'est une grande fête. On célèbre le bicentenaire de la naissance de Fyodor Dostoïevski. Les noms comme Tolstoï, Dostoïevski, Tourgueniev et d'autres écrivains sont à l'avant-garde de la culture russe, mais qui lit vraiment Dostoïevski maintenant? Est-ce que les jeunes, pas ceux qui sont dans cette salle, mais est-ce que les jeunes lisent toujours Dostoïevski? Est-ce que, et ça c'est, je vous passe la parole, est-ce que la grande littérature, qui finalement a été toujours notre passerelle entre la Russie et la France, ne sera pas bientôt effacée? Je crois que c'est une bonne question, mais elle est générale, c'est-à-dire qu'en fait, disons, une majeure partie de la jeune génération ne lit pas. Voilà. Et d'ailleurs, on a vécu en France, ça n'a rien à voir avec la Russie d'ailleurs, on a vécu en France une période extraordinaire qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est terminée en gros en mai 68 à peu près, qui a été une période où la formation de base, à la fois des élites et des gens relativement modestes, était la même, parce qu'on avait une excellente éducation nationale, on faisait lire les gens, et il y avait un corpus commun de culture qui intégrait des éléments de la culture russe d'ailleurs, qui était, alors je ne veux pas peindre ça en couleur un peu trop rose, mais il est de fait qu'il y avait une base commune culturelle, littéraire, pour l'ensemble des Français. Ça n'existe plus. Donc maintenant, vous avez une différenciation entre ceux qui passent leur journée dans les jeux vidéo, et ce qu'a fait le président Xi en Chine n'est peut-être pas forcément idiot, puisque c'est quand même une école d'abrutissement, en tout cas à forte dose, et puis vous avez ceux qui lisent. Et ceux qui lisent représentent progressivement un écart à la fois intellectuel,
avec les générations qui ne lisent pas. Et donc les élites lisent, et les élites connaissent évidemment la littérature russe qui a été intégrée dans le patrimoine français. Je dois dire que, bien que ce soit l'année de Dostoïevski n'est pas forcément le meilleur exemple, parce qu'on lit plus facilement Tolstoï, ou parce que c'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Cela dit, j'ai une très grande surprise. Mon fils est ingénieur, et la lecture n'est pas son passe-temps favori. Et un jour, j'ai eu la surprise de le voir en train de s'attaquer à son premier livre de Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Alors, ça m'a un peu coupé le sifflet, pour dire les choses brutalement. Je ne suis pas sûr qu'il soit allé au bout, mais il en a lu quand même une grande partie. Voilà, donc la question est juste, et le drame des relations franco-russes, c'est ça. C'est que c'était le fondement, moi j'y reviendrai, mais d'ailleurs je l'ai déjà dit, le fondement de notre relation, elle est culturelle, essentiellement culturelle, dans tous les domaines, ballet, peinture, littérature surtout, et puisque nous produisons, du fait de l'effondrement de l'éducation nationale et du fait de la globalisation d'une culture un peu anglo-saxonne à bon marché, il faut le dire, puisque nous produisons je ne dis pas des analphabètes, mais des gens à culture limitée, eh bien en fait c'est le terreau même de la relation franco-russe qui est en train de disparaître. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Mais il y a une petite élite haut les cœurs qui continue à lire les œuvres. Il ne s'agit pas d'ailleurs de lire seulement des œuvres russes, mais quand on lit nécessairement des œuvres russes. Un peu au fil parce qu'on a commencé déjà sur la culture, donc je n'y reviendrai pas trop. Mais en fait, on a une vision assez idéalisée des relations franco-russes. Et cette vision idéalisée, elle tient en fait à cette affinité culturelle que nous avons connue par l'histoire et qui a fait que nous avons un lien qui est, j'allais dire, éthéré et détaché en fait des contingences matérielles. Parce que quand on regarde concrètement l'histoire franco-russe, en dehors de cette extraordinaire histoire culturelle, eh bien, en fait, on a été idéologiquement opposés en permanence, depuis le début des temps. On n'était pas les mêmes. On ne raisonnait pas de la même façon. Nous n'avions pas la même idéologie. Les uns, pour des raisons différentes, méprisaient les autres, et vice-versa, si j'ose dire. Et donc, en fait, déjà sur le plan des idées, nous n'étions pas d'accord. En tout cas, au niveau des gouvernements. Au niveau des intérêts stratégiques, l'allié traditionnel de la France en Europe, ça a été essentiellement la Turquie. Pendant des siècles, alors que la Turquie faisait figure à l'époque d'ennemi quasiment héréditaire de la Russie, puisque l'Empire russe s'est bâti pour l'essentiel au détriment de la Turquie. Or, la France, à partir de 1535, ce qu'on a appelé les capitulations, l'accord que François Ier a signé avec Soliman le Magnifique, a fait alliance avec la Turquie contre l'Autriche et a sauvé d'ailleurs le royaume de France grâce à cette alliance turque. Et ce n'est qu'à la bataille de Navarin, alors des siècles plus tard, que les Français, les Russes, et il y avait les Anglais, je crois, se sont opposés, en fait, ont essayé d'aider les Grecs, enfin, ils se sont opposés aux Turcs. Mais c'était quelque chose de nouveau, et d'ailleurs d'épisodique, puisque 30 ans après Navarin, ça doit être en 1822, tout ça, c'est pas dans le bouquin, parce que c'est ennuyeux de répéter à chaque fois, mais 30 ans après Navarin, la France faisait la guerre à la Russie pour soutenir les Ottomans. C'est une guerre, d'ailleurs, que tous nos hommes politiques, quand ils vont en Russie, disent « on ne s'est jamais fait la guerre ». Mais en fait, si, on s'est fait la guerre, en dehors de Napoléon, on s'est fait la guerre en 1856, en Crimée, et en Crimée, avec la prise de Sébastopol, ça, les Français qui ne connaissent plus du tout leur histoire, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, ignorent que Sébastopol est une ville à la fois martyre, sainte, sacrée, et que la France a participé, en quelque sorte, à l'histoire de Sébastopol comme adversaire de la Russie, comme l'Allemagne un siècle après, ou à peu près.
Donc l'alliance traditionnelle, c'était les Ottomans. Quand Pierre le Grand est venu en France, qu'est-ce qu'il a sollicité de Louis XV? Une alliance contre les Ottomans, que Louis XV ne lui a pas donnée. Il ne lui a pas donnée parce que les Ottomans étaient l'alliance traditionnelle de la France, contre l'Empire d'Autriche, mais finalement, ça s'est retrouvé, c'était pas dirigé contre la Russie, mais quand même. Et quand la poussée de l'Empire russe contre l'Empire ottoman, la France s'est trouvée plutôt du côté des Ottomans, du côté des Russes. C'est triste à dire, c'est une réalité. Voilà. Et nous avons un peu, effectivement, oublié ces épisodes. Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, il y a eu 1812, la campagne de Russie. Ça, c'est plutôt paradoxalement, c'est une défaite française qui a un côté glorieux des deux côtés. Et curieusement, l'aventure napoléonienne en Russie, à la différence effectivement de l'aventure de Crimée de Napoléon III, a laissé un souvenir à la fois héroïque, triste, mais un souvenir fort. Et curieusement, ça a plutôt rapproché. Ça a rapproché les deux pays. C'est comme ça. C'est étonnant. Mais il m'était arrivé à l'ambassade de France à Moscou d'organiser un dîner avec des historiens sur, certains d'entre vous y étaient peut-être, je ne sais pas, sur la question historique, en gros pour ou contre Napoléon, pour ou contre Alexandre Ier. Et le paradoxe, c'est que tous les historiens français défendaient Alexandre Ier et tous les historiens russes défendaient Napoléon. C'est très typique, si vous voulez, de cette relation particulière. Alors, donc il y a cette... je reviendrai sur l'idéologie après. Mais déjà sur le plan géostratégique, les intérêts n'étaient pas les mêmes. Pour des raisons géographiques, pour des raisons historiques. Et il y a eu un moment absolument génial dans l'histoire franco-russe, mais qui s'est terminé malgré tout sur un malentendu à cause de la révolution de 1917. Ce moment, ça a été la Première Guerre mondiale. Alors, la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la France, on reviendra sur l'idéologie, mais la France de 1892, au moment où on a signé le traité de défense avec la Russie, la France était franc-maçonne, laïque, démocratique, défendant les droits de l'homme, et qui elle avait en face d'elle? Alexandre III, qui était, disons, le tsar, pour dire les choses gentiment, le plus réactionnaire de toute l'histoire de Russie. Bon. Et pourtant, ça a marché. Et pourquoi ça a marché? Parce que la France a eu une expérience historique un peu cuisante. Quand vous regardez l'histoire du Deuxième Empire, vous voyez que Napoléon III, il a, au nom des droits de l'homme, à l'époque, les droits de l'homme, c'était l'émancipation des peuples. Donc il y a une période, donc au nom d'une idéologie de l'émancipation des peuples, il a fait la guerre successivement à tout le monde. Donc il a fait sauf aux Anglais, mais les Anglais l'ont lâché au dernier moment. Mais il a fait la guerre contre l'Autriche pour soutenir l'Italie, contre l'Autriche pour soutenir la Prusse, puis ensuite il s'est brouillé avec la Prusse, il a fait la guerre contre la Russie pour soutenir l'Empire ottoman, comme je veux dire, et quand est arrivé, il a fait la guerre aussi au Mexique, enfin c'était extraordinaire, et quand est arrivée la puissance prussienne, la France était tout seul. On a essayé d'appeler les Russes, et les Russes, qui sortaient de Sébastopol, n'étaient pas très enthousiastes pour faire la guerre aux Prussiens. La France a été toute seule, elle a surestimé ses forces, elle a été battue. Pour la petite histoire, et ça je crois que je ne le dis pas dans mon livre, et je le regrette, en 1875, Bismarck, qui voyait que la France était en train de se reconstituer, il ne s'attendait pas à une reprise, si je puis dire, si puissante de l'économie française et de l'armée française. Et en 1975, il a consulté le tsar pour savoir si il fermerait les yeux s'il y avait une offensive prussienne contre la France, pour casser définitivement les reins à la France. Et là, c'est la Russie qui s'y est opposée. Et ça, on le sait très peu,
Mais la Russie a sauvé en quelque sorte la France, parce qu'en 1875, nous n'étions pas plus qu'en 70 en état de nous opposer à l'armée prussienne, qui était à l'époque la première armée d'Europe. Donc la France a tiré la leçon de cette histoire. On était isolés, et c'est pour ça qu'on a perdu. Maintenant, on va bâtir une belle et bonne alliance. Et cette belle et bonne alliance, c'est un mot qui est attribué au général de Gaulle en 1944, mais j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas d'où vient ce terme. J'ai passé des heures à chercher le mot « belle et bonne alliance », puisqu'il est en fait attribué au général de Gaulle, mais je n'ai pas trouvé la citation. Si quelqu'un la trouve, je suis demandeur. Mais toujours est-il que la France a d'abord, malgré des frottements effroyables, des oppositions coloniales avec la Grande-Bretagne, eh bien, on s'est allié à la Grande-Bretagne. Et non seulement ça, mais la France a trouvé moyen de réconcilier, en tout cas de jouer la médiation entre la Russie et l'Angleterre, qui étaient opposées en Asie centrale. Et c'est là qu'il y a eu un accord qui a mis fin à ce qu'on appelait le grand jeu, c'est-à-dire l'opposition en Asie centrale entre la Russie et l'Angleterre, et qui en fait a porté sur l'Afghanistan, l'Afghanistan restant en quelque sorte la zone tampon entre les deux mondes. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve, l'Angleterre cherchant à protéger l'Inde et la Russie cherchant à consolider son empire. Et donc, là-dessus, c'est constitué à partir de 1907. 1907, c'est l'accord entre la Russie et l'Angleterre. La triple entente qui a permis à la France de gagner la guerre. Alors, je ne dis pas que les Russes nous ont fait gagner la guerre, puisque la révolution a eu lieu en 17 et que le traité de Brest-Litovsk a finalement, la paix de Brest-Litovsk a retiré la Russie de la guerre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Russie nous a permis de ne pas perdre la guerre. Parce que le haut état-major français a envoyé, et le gouvernement français, Joffre, et puis le gouvernement français a envoyé des télégrammes pressants au tsar en 1914, en août 14, pour lui demander de lancer une offensive très rapide contre les Allemands, car von Moltke avait massé toute son armée contre l'armée française. Et en toute hâte, alors l'état-major russe était opposé, parce qu'effectivement c'était militairement une absurdité. La Russie n'était pas prête, la mobilisation n'était pas terminée, les armements n'étaient pas arrivés, les productions... l'armée russe avait à l'époque une capacité matérielle beaucoup plus forte qu'on ne le dit. C'est plutôt l'immensité du territoire, les difficultés logistiques, et puis aussi cette offensive, c'était Samsonov, je crois, qui est parti, qui a très bien réussi. Il y a eu la bataille de Goumbinen qui a donné la Prusse orientale à la Russie en très peu de temps. Et la bataille de Goumbinen, ça a affiché une telle peur aux Allemands que les Allemands ont rapatrié 2 armées du front de la Marne vers l'Est. Et là, ça a permis de gagner la bataille de la Marne. Mais n'oublions pas que c'est une bataille d'arrêt. On n'a pas détruit les forces allemandes. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est les bloquer et leur infliger des pertes suffisantes pour les épuiser pour la suite de la guerre. Donc, les Russes, certes, ne nous ont pas permis de gagner la guerre. Ce qui nous a permis de gagner la guerre, outre l'héroïsme français, c'est comme disait Pétain, à l'époque, c'était quand même le vainqueur de Verdun, c'était les chars et les Américains. Mais contrairement à ce que les Américains disent, c'est plus les chars que les Américains. Parce que la France avait une avance en matière de chars à l'époque, qui est assez étonnante. Le petit char Renault était absolument remarquable, avec une petite tourelle qui tournait, c'était le seul. Il était très mobile, les Allemands n'y croyaient pas, ils n'ont pas investi là-dedans, et quand ils ont vu arriver cette nuée de petits chars, c'est grâce à ça que la dernière offensive allemande s'est cassé les reins et qu'on a gagné la guerre. Les Américains ont joué le rôle, les Anglais, tous les Alliés, mais les chars étaient importants. Bon, enfin ça c'est une petite anecdote au passage. Les Russes, une fois qu'ils se sont trouvés face à 2 armées d'élite allemandes, ils ont perdu.
Et donc, dès fin 1914, on pouvait penser que la guerre était perdue pour les Russes, parce que le corps de Samsonov a été littéralement exterminé à la bataille de Tannenberg. Et là, il restait... En fait, les troupes d'élite russes, armées, équipées en hâte, etc., ont disparu. Alors, la Russie a gagné encore quelques batailles contre les Autrichiens, mais le cœur de l'armée russe a disparu dès les premiers mois de la guerre, et tout ça parce que Nicolas II, contre son état-major, a demandé à ce qu'on respecte l'Alliance française et qu'on réponde favorablement à la demande de Joffre et du gouvernement français. Et ces régiments russes auront beaucoup manqué, enfin bon, l'histoire, on ne va pas la réécrire, mais en tout cas, c'est sûr qu'en 17, s'il y avait eu tous ces régiments russes, il n'y aurait probablement pas eu de révolution. Enfin ça, c'est un lien un peu tiré par les cheveux, mais c'est sûr que s'il y avait eu de bonnes troupes, si le tsar et l'état-major avaient eu de bonnes troupes à sa disposition, l'histoire en aurait sans doute été changée. Donc voilà, donc les Russes nous ont évité de perdre la guerre, et donc toute cette diplomatie qui a été soigneusement montée par Poincaré, par le Quai d'Orsay, par toute cette diplomatie a permis à la France de sortir vainqueur de la guerre. Et ça, c'est grâce aux Russes, c'est très clair. Même si après, ils ont fait défaut. Et là, ça commence aussi, je t'aime, Moignon, non plus, on a dit ça, c'est un peu en forme de plaisanterie, mais la Russie n'a pas tiré le bénéfice de sa victoire. Les flots de sang qu'elle a versés, parce qu'il y en a eu des morts, en dehors même, avant la guerre civile, simplement du fait de la guerre contre les Prussiens, enfin contre les Allemands. Mais en fait, la Russie n'a pas été dans le camp des vainqueurs. Elle était tellement exténuée du fait de la Révolution et de la guerre civile qu'ils ont signé la paix de Brest-Litovsk 5 mois, enfin non, 8 mois avant la victoire. Donc la Russie n'a pas été au festin des vainqueurs, à la répartition des prises de guerre, etc. Et donc, alors qu'elle avait sacrifié beaucoup de choses, elle n'a pas été récompensée en quelque sorte, puisqu'elle-même s'était sortie du jeu. Et pire que ça, révolution, plus ce qui a été considéré par les Français comme une trahison. Quand on regarde les mémoires de l'ambassadeur Coulanges ou d'autres ambassadeurs, même enfin, le plus connu, qui a un nom grec, là, enfin bref. Et toute la diplomatie française visait à inciter, alors le tsar c'était facile, mais ensuite les bolcheviks à rester dans la guerre. C'était l'objectif principal de la diplomatie française. Et ben, ils ont raté, évidemment. Et ils ont raté parce que la Russie n'avait plus les moyens de continuer cette guerre. Et pour que la Russie n'ait pas les moyens de continuer cette guerre, il faut vraiment que les pertes aient été lourdes et à tout point de vue. Donc voilà, donc là, malentendu, la Russie nous a sauvés à ce moment-là, mais elle apparaît 2 ans après comme notre ennemi, à la fois sur le plan idéologique, puisque le bolchevisme était considéré par le gouvernement français comme un danger très important, et puis sur le plan militaire, ils étaient passés quand même dans le camp allemand, et on a retrouvé effectivement avec le traité de Rapallo où les Russes ont entraîné en fait l'armée allemande qui allait devenir l'armée nazie, puisqu'après le traité de Versailles, les Allemands n'avaient plus le droit d'avoir des régiments blindés, donc pas de blindés, pas le droit de faire des opérations conjointes aériennes et blindées, et donc ils avaient une armée réduite. Alors ils ont, pour contourner les interdictions de Versailles, les Allemands avaient une armée d'officiers, il n'y avait pas d'hommes du rang, c'était tous des officiers qui pouvaient encadrer plus tard un gonflement des effectifs. Et deuxièmement, ce sont les Soviétiques qui ont permis à l'Allemagne de s'entraîner à l'utilisation de grandes masses de chars, puisqu'eux, ils avaient retenu
la leçon des batailles de 1918 où le char Renault, je ne sais pas comment il s'appelait, F2 ou F3, enfin, faisait des miracles. Et donc il s'entraînait au maniement des chars et aux actions combinées aéronautiques et blindées grâce aux soviétiques. Donc à la fois sur le plan idéologique et sur le plan militaire, la Russie à l'époque n'était pas une amie. Alors ensuite, la diplomatie française a essayé quand même, enfin, à tirer les conclusions de ce qui s'est passé. Les gens ne sont pas idiots, ils se sont rendus compte que la France devait sa survie à l'action russe en 1914. Et donc ça, c'est la tentative de Barthou, qui a été un grand ministre des Affaires étrangères et qui a signé en 1935, enfin il a négocié en 1934, on a signé en 1935, un accord qui est un accord de défense avec la Russie. Le problème, c'est que je vous ai dit que Alexandre III, c'était pas vraiment normalement l'interlocuteur rêvé pour la Troisième République. Mais alors Staline, c'était plus difficile encore. Et donc, quand le pauvre Barthou a été assassiné par un Yougoslave en 1935, c'est Laval qui a signé l'accord de défense avec la Russie. Mais Laval, lui, il était plutôt pro-allemand. Déjà à l'époque, ça commençait à se sentir. En tout cas, il n'était pas pro-russe et pas pro-bolchevique en tout cas. Et donc Laval a signé le traité, mais en fait, il ne s'est rien passé. Et cette alliance... Et alors, quand on lit les mémoires d'un grand diplomate russe qui s'appelait Maïski, qui était en poste à Londres pendant une longue période et qui a été laissé, malgré des vicissitudes, par Staline, pratiquement jusqu'au milieu de la guerre. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que contrairement à ce qu'on dit, la diplomatie russe n'a cessé de solliciter l'Angleterre et la France pour une vraie alliance contre le nazisme. Et en fait, historiquement, sur ce plan, les historiens russes ont totalement raison. L'accord avec les nazis, Ribbentrop-Molotov, a fait suite à Munich. Parce qu'après Munich, les Russes se sont rendus compte que ils ne pouvaient plus compter sur un front uni France, Angleterre, Russie contre le nazisme. Une des raisons principales, soit dit en passant, c'est que la Pologne a refusé le passage de ses troupes, des troupes soviétiques. Alors ils avaient peut-être quelques raisons de s'inquiéter, parce que les Russes étaient arrivés jusqu'aux portes de Varsovie en 1921. Donc on peut le comprendre. Enfin, on aurait pu réfléchir, prendre des garanties, etc. Mais la délégation que les Français ont envoyée une semaine avant la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, je crois que le chef de délégation devait être lieutenant-colonel, alors qu'évidemment les Allemands avaient mis leur ministre des Affaires étrangères. Et je crois qu'il y avait un vice-amiral anglais qui n'était pas plénipotentiaire. Enfin bref, on pouvait comprendre, sur le plan géostratégique, l'opération que les Russes ont faite à l'époque. Mais Maïski, les mémoires de Maïski sont très intéressantes. Et d'ailleurs, elles sont vues du... Coulanges aussi raconte ça. C'est très intéressant aussi parce qu'il l'a vécu de son côté. Il y a des ambassadeurs de France qui disaient à l'époque, il a été ambassadeur de France à Moscou et à Berlin. Et quand il était à Moscou, il s'est battu comme un forcené pour essayer de nouer cette alliance que Barthou avait mise sur ses rails. Et là, il y avait un président de la République française qui s'appelait Lebrun, qui lui a dit « Mais non, la Russie, d'abord, son armée est nulle. » Alors, c'est vrai que Staline a éliminé 30% des cadres qui ont été fusillés ou partis au goulag ou je ne sais pas où. Donc, effectivement, tout le monde disait que l'armée russe n'existait plus, quoi. L'armée russe, enfin, soviétique, n'existait plus. Donc les Français disaient « mais ça ne sert à rien », etc. Donc il a essayé et puis il n'a pas pu. Donc voilà. Donc finalement, nous sommes... Quand nous avons été dans le même camp, eh ben, la guerre était perdue pour la France. Enfin, en tout cas à moitié, parce qu'il restait des lambeaux d'empire. Et c'est à ce moment-là De Gaulle qui est apparu. Et donc en fait, quand on regarde les moments forts de la relation géostratégique, vous avez la Première Guerre mondiale
mais avant la victoire. Vous avez, en fait, 1944, où là, il y a une vraie approche stratégique de De Gaulle. De Gaulle était pétri d'histoire, il avait tout lu, c'était un homme qui était nourri d'humanité classique et historique, et il savait que la relation avec la Russie était importante. Il savait, c'est intéressant de lire ses mémoires, que la France aurait pu dominer l'Europe, entre guillemets, hein, je parle de géostratégie, je ne dis pas si c'est bien ou mal, etc. Mais si elle avait trouvé un modus vivendi avec la Russie, qui à un moment d'ailleurs lui a proposé, il pouvait se partager l'Europe, en fait. C'était tout à fait possible. Et c'est le fait d'avoir attaqué la Russie qui a fait tout perdre à Napoléon. Napoléon a tout perdu à ce moment-là. Et ça, De Gaulle, il y a des remarques dans ses mémoires, et il l'a parfaitement noté. Et surtout, il avait besoin en 1944 de se faire reconnaître le statut de belligérant, puisque la France avait perdu la guerre. Mais en 1944, on avait déjà, ça les Russes l'ignorent, 450 000 hommes. Alors ils étaient certes équipés par les Américains, mais en dehors du Normandie-Niemen, qui était du régiment d'aviation, la France avait 450 000 hommes. Et donc c'était alors je ne sais pas combien le front faisait à l'époque, probablement 2 millions, 3 millions, mais c'était pas négligeable. Donc les Français se sont battus, il y a eu énormément de morts, de même d'ailleurs qu'ils se sont battus avec courage en 1940. Hein. En 1940, on a perdu à cause de la bêtise de l'état-major, hein. Mais ça c'est autre chose, parce que les Français se sont battus, contrairement à ce qu'on dit, et assez sévèrement quand on regarde les mémoires allemandes. Ça, c'est une chose aussi que les Russes ne savent pas. Mais bon, et donc voilà. Donc il est allé là-bas pour reconnaître le statut de belligérant, pour faire reconnaître ce statut, pour faire reconnaître le statut de vainqueur, à s'asseoir à la table des vainqueurs, et pour faire un peu contrepoids, parce qu'il trouvait que la pression, non pas tellement de Churchill, parce que Churchill avait dit à De Gaulle, je suis désolé, je ne peux plus rien faire, je suis Roosevelt. Je ne peux pas m'opposer à Roosevelt. Et Roosevelt voulait la peau politique de Gaulle. Donc l'antagonisme entre Roosevelt et De Gaulle était absolument terrible. Terrible. Roosevelt voulait éliminer politiquement De Gaulle. Si Roosevelt avait survécu plus, la France n'aurait pas eu de siège au Conseil de sécurité, elle n'aurait pas eu de part dans l'occupation de l'Allemagne, etc. Les relations étaient absolument exécrables. Roosevelt considérait que De Gaulle était un général putschiste. Et un certain nombre de Français, d'ailleurs, lui avaient expliqué ça à Washington et il s'en était souvenu. Je pense à Alexis Léger, l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, et quelques autres personnages éminents. Jean Monnet, par exemple. Enfin bon. Et donc voilà. Et Staline s'est fait prier. Il s'est fait prier. Donc d'abord De Gaulle, il a fait un énorme périple, rien que le voyage a duré 15 jours pour aller à Moscou. Et puis à Moscou, les négociations ont été très longues, traînées en longueur, toast sur toast, à l'amitié franco-russe, etc., etc. Puis toujours pas de traité, rien du tout. Et en fait, Staline a essayé de faire pression sur les Russes, sur les Français, pour que De Gaulle reconnaisse le gouvernement de Lublin. Parce qu'il y avait déjà une bagarre entre les Anglais et les Russes. Les Russes avaient un gouvernement à leur botte, qui était communiste, à Lublin, et il y avait un gouvernement pro-occidental à Londres, avec le général Sikorsky. Et les Russes voulaient absolument obtenir une légitimation par la communauté internationale de leur gouvernement communiste. Et la pression mise par la diplomatie soviétique sur le général de Gaulle en disant tu l'auras ton traité, parce qu'il savait que la France était demanderesse, tu l'auras ton traité, mais il faut que tu reconnaisses Lublin. Et de Gaulle n'a pas cédé, en tout cas comme on lui demandait, et à un moment, comme il ne voyait pas de traité, il est rentré, il a fait ses valises, il est sorti de son hôtel, et à ce moment-là, Staline l'a fait rappeler, et on a signé en un quart d'heure. Mais il a été obligé d'accepter une espèce de formule qui permettait à un envoyé français, il y a eu un envoyé officiel français auprès du gouvernement de Lublin. Voilà. C'est comme ça que ça s'est terminé, mais ça n'a pas porté à conséquence, même si après,
les Alliés ont reproché ça un peu à De Gaulle. Donc voilà. Donc la France s'est trouvée avec cette belle et bonne alliance. Et du coup, il y a eu des éléments positifs qui ont suivi. Premièrement, De Gaulle, sa personne, je ne l'ai trouvé nulle part. Il n'y a aucune preuve de ça. Mais il est clair que De Gaulle, soit explicitement, soit implicitement, a obtenu de Staline de calmer le jeu avec le Parti communiste. Parce que n'oubliez pas que le Parti communiste français en 1945 représentait plus de 30% des électeurs, le seul parti structuré qui était le parti des fusillés, des martyrs, et le parti soutenu par l'armée qui avait vaincu le nazisme. Il faut voir ce que ça représente en termes de légitimité, de force, de puissance politique interne. Et effectivement, il y avait de quoi avoir peur. Et quand De Gaulle... vous savez que les Américains, quand ils ont débarqué, ils avaient imprimé des billets de banque, et ils avaient nommé des préfets. Et donc De Gaulle s'est battu déjà contre les Américains pour imposer un pouvoir français. Mais il fallait qu'ils se battent contre les communistes aussi, qui avaient pris le pouvoir dans la plupart des villes françaises. Et il a envoyé, avec un drapeau français, une Citroën 11 chevaux, un chauffeur et un type assez courageux qui arrivait dans la ville et qui disait, alors c'est arrivé à Lille, c'est arrivé dans les villes du Sud, parce que c'était les communistes qui étaient les maquis, la plupart des maquis les plus équipés, et qui avaient libéré ces villes. Et le type arrivait en disant, je suis le représentant du général de Gaulle, je suis nommé préfet, je prends le pouvoir. Or, comment tout cela a été possible ? Parce que l'Union soviétique l'acceptait. Parce que l'Union soviétique a dit aux communistes, doucement avec le général de Gaulle. Et c'est ça ce que De Gaulle, bien que ça n'apparaisse nulle part, est allé négocier à Moscou. Parce qu'il est revenu auréolé auprès des communistes de la gloire d'avoir signé un accord avec le grand, le vénéré, le saint Staline. Et donc ça a tout changé. Et en fait, si la France n'a pas eu de guerre civile, comme il y en a eu en Grèce, comme il y en a eu dans d'autres régions, c'est parce que De Gaulle est allé à Moscou en 1944. Et si la France a eu un siège au Conseil de sécurité, et sa part d'occupation de l'Allemagne, c'est parce que Staline l'a accepté. Il n'a pas été moteur. Le changement, ça a été que Roosevelt soit mort et que Truman soit plus français, plus pro-français. Mais, en fait, je pense que quand on lit bien les textes, les mémoires, etc., on voit très bien que Staline n'a pas saisi l'opportunité que lui offrait, l'occasion incroyable qu'il avait de nouer des relations avec... il se méfiait trop de Gaulle. Or, à l'époque, probablement, la Russie aurait pu faire plus fort avec De Gaulle. Il était prêt à faire beaucoup. Et surtout qu'à l'époque, il y avait une certaine légitimité, puisque la guerre froide n'avait pas commencé. Qu'est-ce qui pouvait empêcher De Gaulle d'aller très loin dans sa relation avec la Russie ? Alors, ce qui pouvait empêcher, il y a beaucoup de choses, il faut le dire, mais Staline a été réticent. Il a fait poireauter, si j'ose dire, De Gaulle une dizaine de jours à Moscou, à l'hôtel Métropole ou National, je ne me souviens plus, et il a fallu, quand il a vu que De Gaulle fichait le camp avec sa petite valise, parce qu'il est arrivé par le train, donc il s'est dit non, alors là quand même, et c'est là qu'ils ont signé. Mais c'est un peu une occasion manquée, encore une fois, une occasion manquée. Et quand De Gaulle, à nouveau, est venu en Russie, c'était en 1966. Alors, c'était pas pour obtenir la reconnaissance d'un statut de vainqueur et un contrepoids face à l'Allemagne, mais c'était plutôt parce qu'on voyait... Alors, il y a beaucoup d'éléments. On voyait que le risque de guerre était très grand en Europe. Les Américains avaient installé énormément d'armes nucléaires, les Russes aussi, et l'Europe aurait été le champ de bataille entre les États-Unis et la Russie. Et De Gaulle, toujours avec cette vision historique, a souhaité en fait faire baisser la tension. Et donc, c'est la fameuse formule de Gaulle, détente, entente, coopération. Détente, faire baisser la tension. Entente, ça veut dire qu'on commence à se comprendre. Et coopération, ça veut dire qu'on fait des choses. Et vous verrez si jamais ça vous intéresse. Mais
c'est incroyable parce c'est De Gaulle qui a noué à l'époque la coopération spatiale, la coopération scientifique, la coopération dans tous les domaines, et qui continue maintenant à travers les vicissitudes actuelles qui sont probablement les plus mauvaises et les plus terribles qu'on ait vécues depuis assez longtemps, hein, il faut le dire. Donc voilà. Alors, donc, conclusion de tout ça, alors on pourrait peut-être terminer sur le volet géostratégique pour dire que finalement, maintenant, on est dans encore une autre période. On a cru qu'effectivement tout marcherait très bien, mais les réalités historiques, géopolitiques, géographiques sont là, et donc il faut les prendre en compte. Et comme j'ai pas parlé d'idéologie finalement, j'ai parlé trop longtemps, alors je voulais parler 10 minutes. Mais juste un mot. Donc quand vous regardez entre 1535 et 2021, sur le plan idéologique, la France et la Russie ont toujours été aux antipodes. Toujours. C'est-à-dire que la France était la Troisième République, les droits de l'homme, etc., au moment où c'était Alexandre III, etc., ça ne nous a pas empêché de signer un accord. Pendant la période communiste, évidemment, la France était plutôt du côté des capitalistes, si j'ose dire, du libéralisme, de l'économie. Le communisme était idéologiquement un ennemi très puissant, avec une influence russe très profonde dans les classes populaires, une culture populaire française qui était à la fois française, mais très imprégnée par la culture soviétique. Hein. Donc, au XVIIIe siècle, c'est la culture française qui a imprégné la Russie et la littérature, mais au XXe siècle, c'est la culture soviétique qui a imprégné la société française. Il y a eu un effet de balancier. Mais sur le plan idéologique, on a toujours été opposés. J'ai repéré dans l'histoire, il y a un bref moment, c'est Louis XVIII et Charles X. Parce qu'à l'époque, c'était Nicolas Ier, non, c'était encore Louis XVIII, c'était encore Alexandre. Et donc, et Alexandre a mandaté Louis XVIII dans le cadre de la Sainte Alliance pour aller restaurer une monarchie de droit divin en Espagne. Donc c'est tout à fait le contraire de Napoléon. Donc là, le tsar était ravi. La France se proposait pour aller rétablir l'ordre de la Sainte Alliance en Espagne. Donc on l'a fait la main dans la main. Enfin, il n'y avait pas de soldats russes, mais les Français avaient le mandat, en quelque sorte, de la Sainte Alliance. Et la deuxième, c'est Charles X, avec Nicolas Ier, qui était effectivement deux esprits qui n'étaient pas forcément très progressistes à l'époque. Et là, l'entente a été excellente. Mais comme vous savez, Charles X n'est pas resté très longtemps au pouvoir. Et donc, ça a été un bref moment dans l'histoire. Partout ailleurs, quand vous regardez, il y a peut-être des exceptions qui m'ont échappé, mais idéologiquement, en tout cas au niveau du pouvoir, la France et la Russie n'étaient pas d'accord. Et l'influence culturelle, c'est ça ce qu'il y a d'intéressant, c'est glisser dans les interstices, a survécu à ces oppositions idéologiques entre le communisme et le libéralisme, entre la politique libérale ou démocrate, soit des radicaux socialistes ou soit des libéraux. Custine était un libéral. Il est arrivé en Russie, il a écrit ce livre qui est un livre très idéologique en fait. C'était le libéralisme d'un côté contre un pays autoritaire de l'autre. Enfin, il y a ce prisme, il y a d'autres éléments. Donc en fait, on n'a jamais été d'accord sur le plan idéologique. Et jusqu'à maintenant, ça continue. En fait, la naissance, c'est quand, si je puis dire, de ce divorce idéologique qui n'a jamais cessé, c'est quand Catherine II, la grande Catherine, a expulsé tous les nobles français, philosophes, parasites, restaurateurs, intellectuels, poètes, qui étaient accueillis à la cour de Russie, somptueusement traités, grassement rémunérés, parce que c'était l'Europe des Lumières, la France des Lumières. Et malheureusement, quand la France a tué son roi, à ce moment-là, Catherine II a dit non, c'est plus possible, ça va trop loin, ça remet en cause l'autocratie, et donc elle a vraiment expulsé en 48 heures, enfin une semaine, tous ces Français, et en échange, elle a accueilli quelques immigrés, dont le duc de Richelieu, qui a fondé Odessa, comme vous savez,
Voilà. Quand on parlait de divergence et convergence, c'est dès le début, pendant le premier, quand Pierre le Grand est allé, effectivement, au niveau du protocole, déjà, on n'était pas d'accord. On ne se comprenait pas. C'est vrai que bon, c'est pas étonnant qu'on n'arrive toujours pas à s'entendre. J'ai reçu quelques questions, parce qu'on a reçu beaucoup de questions via les réseaux sociaux de différentes personnes, notamment Emmanuel Todd, qui va bientôt intervenir au Dialogue franco-russe, vous a envoyé quelques questions que je vous ai... là, je vais vous poser 2 questions. On a triché, je les connais. Partiellement répondu. Il a demandé, vous percevrez la Russie comme une puissance conservatrice ou révisionniste, justement. Voilà, alors ça c'est une question très importante, parce que, évidemment, d'abord le révisionnisme, quand on parle, à un moment j'avais dit ça, quand on utilise ce mot qui correspond à quelque chose. En Russie, révisionnisme, c'est l'accusation que les Chinois portaient aux Russes en ce qui concerne l'évolution du communisme. Donc c'était une insulte pour un communiste d'être considéré comme un visionniste pour un soviétique. Mais il n'en reste pas moins que ça correspond à une catégorie intellectuelle réelle, dans la mesure où il y a ceux qui bénéficient de l'ordre existant et qui veulent le maintenir, et ceux qui considèrent que l'ordre existant international, j'entends, les lèse et qui veulent le changer. Or, la question est parfaitement justifiée parce qu'en fait, la position de la Russie, je parle sous le contrôle peut-être d'autres professionnels, mais je perçois en tout cas la position russe comme ambiguë. Parce qu'il y a dans l'ordre international plusieurs couches. La première couche, c'est la couche de 45. Et la couche de 45, elle existe encore. La couche de 45, c'est le Conseil de sécurité, c'est l'ONU, c'est un certain nombre de traités internationaux auxquels la Russie a participé d'égal à égal avec les États-Unis et avec le monde occidental. À l'époque, on ne pouvait pas parler de monde occidental parce que la France n'en faisait pas vraiment partie. Et ça, la Russie y tient beaucoup. Un peu comme la France tient à son siège permanent au Conseil de sécurité. Donc, sur ce plan, la Russie est conservatrice. Et on peut rajouter, à l'appui de cette thèse, le fait que le système onusien a été construit, est un système interétatique. Il n'y a pas de supranationalité. À l'ONU, contrairement à ce que disait disons l'extrême droite américaine, il n'y a pas de gouvernement mondial. L'ONU n'est pas un gouvernement mondial. L'ONU, c'est une organisation internationale où chaque État est souverain et chaque État a une voix. Donc c'est un système intergouvernemental, interétatique. Et donc la souveraineté de chaque État est respectée. Donc ça aussi, ça convient tout à fait à la Russie. Puisque s'il y a le maître mot de la diplomatie russe, c'est le respect des souverainetés, la sienne en premier. Donc sur ce plan, la Russie est conservatrice. Puis il y a quand même une deuxième chose, c'est que évidemment, il s'est passé quelque chose en 91, au moment de l'effondrement, en 90, au moment de l'effondrement de la Russie. Au moment de l'effondrement de la Russie, ça a été un peu panique à bord. Et donc, c'est là qu'il y a un hiatus. C'est-à-dire que ça a été une débâcle pour l'Union soviétique. Et cette débâcle a été très mal gérée, comme toutes les débâcles d'ailleurs. On ne gère pas les débâcles. Or, une partie des accords qui avaient été signés par la Russie, je pense par exemple aux accords sur le désarmement en Europe, sur tout ça, étaient fondés sur une répartition des forces et une répartition des équilibres qui étaient celles de l'Union soviétique qui maîtrisait la moitié de l'Europe. Une fois que le bloc soviétique s'est dissous, une fois que l'Union soviétique elle-même s'est dissoute, il y a un certain nombre d'accords et de traités, notamment sur le plan militaire, que la Russie pouvait, à juste titre, considérer comme n'étant plus exactement, ne correspondant plus exactement à la situation géostratégique. Et puis il y a un troisième élément qui est très important, et qui est aussi suite à l'effondrement de l'Union soviétique, c'est que jamais, du temps de Gorbatchev, et je pense Yeltsin, mais j'hésite à porter un jugement,
les Russes auraient pu imaginer que les pays allaient passer d'un seul coup du pacte de Varsovie à l'OTAN. Et donc, là aussi, dans la débâcle, la Russie n'a pas négocié, n'a rien négocié, à part les bonnes paroles que Becker lui a données et d'autres. Donc, il s'est retrouvé avec une Europe centrale qui fait partie de l'OTAN maintenant. Et là où la Russie est révisionniste, c'est pas tellement pour les empêcher, ça c'est un coup parti, mais elle est révisionniste en ce sens qu'elle ne souhaite pas que les anciennes républiques socialistes soviétiques, parties constitutives de l'URSS, ne continuent à basculer vers l'OTAN. C'est quelque chose de très simple, c'est pas du tout abusif à mon sens, c'est même en diplomatie ça peut parfaitement se comprendre. Donc l'Ukraine, les pays d'Asie centrale, la Moldavie ça compte pas beaucoup, mais enfin ça fait partie, c'est un principe. Et donc je conclurai que sur un fond fondamentalement conservateur, la Russie a un côté révisionniste. Ce côté révisionniste, c'est en fait adapter à la nouvelle configuration géopolitique un certain nombre de traités ou de règles qui avaient été élaborés avant dans un contexte où la Russie maîtrisait quasiment la moitié du monde. Donc, et c'est en ce sens qu'on peut dire que la Russie est modérément révisionniste. Monsieur Deglenias, on a fait une conférence avec vous, avec votre participation il y a quelques mois sur le Nord Stream 2, sur le gaz russe, d'ailleurs qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Je vous invite à la rendre encore plus populaire, cette vidéo. Et vous vous souvenez, le député qui était en charge de la demande des questions énergétiques, justement, a dit que Nord Stream serait terminé à fin août-septembre. Et finalement, il a eu raison, effectivement. Oui. Donc, c'est terminé. Le porte-parole du président russe a récemment dit qu'il ne fait aucun doute que la mise en service la plus rapide possible de Nord Stream 2 va équilibrer les prix en Europe du gaz et les paramètres surtout de prix du gaz naturel en Europe. Est-ce que c'est une victoire russe? Comment vous voyez sur le plan géostratégique le Nord Stream 2 et quels sont les enjeux maintenant? Donc, d'abord, je refuse le terme de dépendance de l'Europe en matière énergétique. Ça n'a pas de sens pour une raison très simple, c'est que la Russie tire plus de 60% de ses ressources budgétaires tirées des hydrocarbures, entre 50 et 60% de l'Union européenne. Donc l'interruption de livraison d'hydrocarbures serait beaucoup plus embêtante pour la Russie, à vrai dire, que pour l'Europe. Donc réglons une fois pour toutes la question de dépendance. Alors ensuite, la question de l'utilisation de Nord Stream. Je pense que c'est une victoire pour personne, si ce n'est pour l'Allemagne. La Russie est contente de vendre son gaz et elle est contente que les événements en Ukraine ne l'empêchent pas d'exporter son gaz. Donc elle a une préoccupation économique, donc elle est plutôt contente, donc c'est plutôt une victoire pour la Russie d'ailleurs qui était demandée. Mais la grande victorieuse dans l'affaire, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne confirme son rôle de hub, de plateforme de distribution gazière pour l'ensemble de l'Europe. Et donc il y a un certain nombre de tubes comme Opal, etc., qui ont reçu la bénédiction de la Commission, cela, pour redistribuer le gaz en Europe du Sud. Alors, c'était intéressant de voir que la Commission avait, par exemple, bloqué South Stream, avec des motifs liés à la politique énergétique commune, mais la fin de South Stream, en fait, renforçait le hub allemand en matière de redistribution du gaz russe dans l'ensemble de l'Europe, y compris l'Europe du Sud, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas encore le cas vraiment. Ça commence. Et ce qui va probablement changer avec les canaux qui vont s'établir à travers l'Azerbaïdjan et la Turquie, surtout la Turquie continentale. En fait, l'Europe du Sud aura son propre circuit South Stream
Il y a Turkish Stream et il y a Blue Stream. Et donc ça fait que finalement, ne dépendra pas complètement du hub allemand. Mais les Allemands vont conforter leur rôle. Troisième chose, c'est que le tube est terminé, mais il n'est pas encore en service. Et dans la réalité, ce tube, c'est une bouée, plus exactement, oui, pas une bouée de sauvetage, mais une réserve, une capacité de manœuvre pour l'industrie allemande. C'est-à-dire que si l'économie de l'Europe part très très fort, à ce moment-là, on aura vraiment besoin de ce gaz. Si on continue à avoir des taux de croissance de 2%, 1%, le besoin de ce gaz ne sera pas si évident. Et donc, il y a une possibilité qui ne sera pas pleinement utilisée. Et par ailleurs, dernier point, l'Allemagne n'a obtenu ce feu vert des États-Unis, c'est-à-dire la levée des sanctions contre les entreprises qui participent au projet Nord Stream 2, qu'à une condition, c'est de préserver un minimum résiduel de transit de gaz via l'Ukraine, pour des raisons politiques évidentes, et semble-t-il, la Russie n'y a pas fait objection. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est que la France, paradoxalement, plus par rapport à l'Allemagne que par rapport à la Russie, a montré sa réticence sur Nord Stream 2. Et c'était pas tellement... Bien sûr, il y avait peut-être un fond pas très favorable au gaz russe, mais c'était plutôt le fait que Nord Stream était un élément de dialogue très, très important et de puissance très importante pour l'Allemagne. Tous les éléments ont joué, mais la France a toujours été assez réticente sur Nord Stream 2. Alors que moi, j'avais inauguré Nord Stream 1. Ce sentiment, je ne l'avais pas du tout ressenti, perçu au moment de la signature de Nord Stream 1, où la France avait envoyé son ministre de l'énergie, et il y avait le français, l'allemand, le norvégien, le russe, et tout le monde se congratulait. C'est Nord Stream 1, c'était pas... Nord Stream 2, c'est plus compliqué. Voilà. Et en fait, il y a un élément qui est passé totalement inaperçu dans la presse, c'est que Mme Merkel, quand elle est allée voir Biden aux États-Unis, a obtenu en quelque sorte en fait la gestion de la relation avec la Russie au nom de l'Europe. Parce que Biden, en gros, lui a dit « D'accord, tu as le droit de faire Nord Stream 2, mais il faut que tu préserves les intérêts de l'Ukraine et il faut que tu surveilles de près la Russie dans l'hypothèse où il utiliserait l'arme du gaz pour faire pression politique, et je te donne la responsabilité d'accroître ou de lever les sanctions. » C'est-à-dire que l'Allemagne a reçu un mandat implicite de gestion de la relation européenne avec la Russie. Ça, la presse n'en a pas du tout parlé, mais voilà. Puisqu'on parle des dossiers sur lesquels on n'est pas d'accord, il y en a quand même pas mal. Il y a le dossier syrien, il y a le Mali. Récemment, Jean-Yves Le Drian a dit il ne cache pas sur un ton assez hostile et sa réaction sur... Déjà, en commençant par le dossier syrien, on n'était pas tout à fait d'accord. Là, maintenant, sur le Mali, voilà. Donc, est-ce qu'il y a... Comment s'entretenir en Afrique et au Moyen-Orient ensemble ? Puisqu'on est quand même là pour trouver les liens. Sur la Syrie, je crois qu'on n'a plus grand-chose à se dire. Hein. Je crois que la Russie a gagné, enfin la Russie a gagné, elle avait une politique assez rationnelle. C'est une histoire, la France n'est plus dans le coup, quoi, il faut dire les choses. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc là, c'est vraiment une histoire rétrospective. Sur l'Afrique, là, je dois dire, effectivement, nous avons un antagonisme caractéristique entre la France et la Russie sur un dossier très sensible pour la France, très sensible pour la France, à la fois en termes historiques et à la fois en termes de sécurité pour le continent. Et là, disons les choses très clairement,
c'est un geste d'animosité de la Russie vis-à-vis de la France. Il faut le lire, on ne peut pas le lire autrement. Oui, et là, je pense, je m'excuse de le dire, mais l'histoire africaine est très très sensible pour la France. C'est notre histoire, c'est notre passé. Actuellement, le Mali devient anti-français. Il a toujours été proche des Russes. Il y a une élite malienne qui a été formée en Russie. Mais les questions de terrorisme, les questions du Sahel, tout ça, pour nous, c'est extrêmement sensible. Alors, comme je disais, on aurait peut-être dû en parler. On a des canaux de discussion avec la Russie, même au pire moment. Mais je crains que la Russie ne sous-estime le caractère sensible de ces questions africaines pour la France. Et ça, il y a ici un peu, si je puis dire, une bombe à retardement dans les relations franco-russes. Parce que la Syrie, c'est clair. Nous-mêmes, je considère qu'on a fait des bêtises et on a perdu, et l'affaire est perdue. Donc voilà, il y a l'étape suivante, ça sera le redressement économique de la Syrie. Mais le redressement économique de la Syrie, c'est la Chine qui va s'en charger. Parce que la Russie n'a pas de sous et l'Europe n'a pas envie d'y aller. Parce que l'Europe, elle veut y aller, mais à condition de gagner par ses sous ce qu'elle a perdu par la guerre. Donc ça ne marchera pas. Donc c'est la Chine qui va en bénéficier. Et la Turquie peut-être un peu si... bon. Mais pour l'Afrique, c'est plus inquiétant. Dans les relations franco-russes, là, j'y vois une bombe à retardement. La Libye, c'est un élément aussi. Mais la Libye, bon, on l'a pas dit parce qu'évidemment, on a été... Mais la France et la Russie étaient du même côté. On soutenait Haftar. On ne le dit plus maintenant. Parce qu'évidemment, c'est pas bien. Le gouvernement Sarraj était soutenu par l'ONU. Alors, c'était le gouvernement officiel. Donc, évidemment, si vous êtes en train de soutenir son adversaire, vous n'êtes pas dans une... Enfin bref, il ne faut pas le dire trop fort, quoi. Bon, que l'ONU ait fait une erreur, sans doute, de mettre Sarraj. Sarraj est parti maintenant, d'ailleurs. Il y a un nouveau dont j'ai oublié le nom. Mais... non, la Libye ne nous aurait pas opposé, elle nous oppose plutôt à la Turquie. Et la Turquie est opposée à la Russie dans cette affaire. Parce que si Haftar a perdu, malgré le soutien discret de la France, moins discret des États-Unis, de la Russie et des Émirats arabes unis et autres, c'est tout simplement parce que l'armée turque est intervenue, soit par le biais des mercenaires syriens, et surtout par le biais des drones Bayraktar, ces fameux drones qui ont fait basculer, qui ont sauvé Tripoli de Haftar et qui ont fait basculer la victoire, au point qu'il a fallu que la Russie et la Turquie se mettent d'accord pour tracer une ligne directrice. Mais là, nous ne sommes pas directement opposés. Enfin, on a des intérêts opposés, mais globalement, au départ, on trouvait que Haftar était la meilleure garantie pour lutter contre le terrorisme. Il y avait une base d'analyse commune. La Russie, comme vous l'avez dit très justement, a noué des liens au moment de l'affrontement Est-Ouest. Donc c'était la période de la décolonisation, et la Russie a chevauché, si je puis dire, le cheval de la décolonisation, et s'est implantée dans de nombreux pays d'Afrique, dont le Mali, en effet, mais il y a aussi le Congo-Brazzaville, il y a d'autres pays. Donc les pays africains, parce que ces histoires de France-Afrique dont on nous rebat les oreilles, excusez-moi, mais c'est des bêtises. La France a laissé libre ces États africains de choisir leur modèle politique. Alors, il y a eu des coups d'État ou des choses comme ça, des services secrets sont intervenus comme intervenaient à l'époque tous les services secrets du monde. Mais il est de fait qu'un certain nombre de ces États ont choisi le camp socialiste contre le camp capitaliste, entre guillemets, enfin, comme on disait à l'époque. Et donc ça veut dire qu'il y a des élites qui ont été formées à l'université Lumumba, ça veut dire que les médecins ont été formés, parfois à Cuba, mais parfois à Moscou, les experts pétroliers ont été formés, certains à Moscou. Donc il y a une présence russe traditionnelle. Donc ça, la Russie, quand elle vient en Afrique actuellement, elle ne fait que réactiver
une position qui était traditionnelle. Là où c'est plus problématique, c'est quand, sur des zones de sécurité. Le problème, sur le plan économique, il y a de la place pour tout le monde. L'Afrique est un continent qui croît à toute vitesse, qui explose sur le plan démographique, ce qui est d'ailleurs un vrai problème pour son développement. Et c'est très difficile de convaincre les Africains. Je me souviens d'une discussion avec Alpha Oumar Komaré, parce que je me suis occupé de l'Afrique quand j'étais directeur d'Afrique, et qui disait que la population africaine, c'est une force. Jean Bodin disait il n'est de richesse que d'hommes, un sociologue français du XVIe siècle. Et je lui disais, mais c'est de la folie. Je veux dire, prenez le Niger. Au moment de la décolonisation, il y avait 8 millions d'habitants. Maintenant, il y en a 35. Et en 2050, il y en aura 50 millions, alors qu'il n'y a rien dans ce pays. C'est un des pays les plus démunis au monde. Donc, et quand il y a de richesse que d'hommes, ça fait surtout... les Africains n'aiment pas en général entendre ça, mais ça fait de la guerre, ça fait du sang, ça fait beaucoup de gens pour peu de richesse. Donc, cela dit, l'Afrique a un potentiel économique énorme et il y a de la place pour tout le monde. Et d'ailleurs, la Chine et la Turquie ont pris plus que leur part. La Russie a une diplomatie intéressante. On lui a fait... Enfin, même moi, je me souviens, on a facilité les choses à l'époque. Les relations étaient meilleures c'était Deripaska en Guinée qui avait un problème à régler ou des choses comme ça. Encore une fois, il y avait de la place pour tout le monde. Le problème que je vois, moi, maintenant, c'est qu'au Mali et ailleurs, on est dans une affaire sahélienne qui est une affaire de sécurité. Et là, il y risque d'y avoir une concurrence de la Russie et de la France, et d'autres d'ailleurs, sur des questions de sécurité au Sahel. Et là, c'est compliqué parce que là, ça touche aux attentats, ça touche... si le Sahel devient une base pour Al-Qaïda, pour AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc. Et je pense que la campagne... Actuellement, il y a une vraie campagne russe qui est menée contre la France, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, au Mali, à travers les trolls, les messages SMS, etc. Et il y a au Mali un mouvement croissant anti-français en disant que foutent les Français, etc. Et donc, effectivement, les Français vont partir parce que je veux dire, on a laissé effectivement les régimes socialistes quand on voulait être socialiste. Il y a eu des échos, mais bon, pourquoi pas. Simplement, il y a un risque réel de développement du terrorisme. Il n'est pas aussi grand qu'on veut bien le dire. Mais si la France est actuellement au Mali, c'est pas pour coloniser le Mali, c'est parce qu'elle a la trouille pour elle-même. Donc voilà. Donc il y a une limite. La France doit parfaitement comprendre. D'abord, elle n'est plus ce qu'elle était. La colonisation, c'est terminé depuis 50 ans quand même, même plus. Donc on a des positions résiduelles, orange, etc., plutôt dans la modernité. Il y a, dans les pays africains francophones, il y a une petite bourgeoisie française qui vit tant bien que mal, etc., mais qui est, qui est intégrée au pays, je pense au Sénégal ou d'autres pays. Il n'y en a plus beaucoup, mais au Sénégal, il y en a quand même un peu. Il y a l'enseignement, il y a la langue, il y a des liens qui nous... Mais sur le plan économique, la France n'est plus grand-chose en Afrique, malheureusement. C'est la Chine qui a pris la place, la Turquie. Et la Russie, elle a des pôles d'intérêt avec effectivement l'aluminium, enfin la Guinée, et probablement les camps, des positions de la pêche, mais c'est peu de choses, tout le monde a sa place. En revanche, quand on touche aux questions de sécurité au Sahel, là c'est plus compliqué. C'est pas tellement une question de présence française, je pense pas que la Russie ait même l'idée de supplanter ce qui reste de la position française en Europe occidentale, etc. C'est pas... Mais encore une fois, on joue avec des questions de sécurité. N'oublions pas que en République centrafricaine au début, c'est la France qui a ouvert la porte aux Russes. C'est nous qui avons
fait voter une résolution levant l'embargo sur les armes et sur l'expertise militaire pour le gouvernement de République centrafricaine, pour lui permettre de lutter contre les rebelles venus du Soudan. C'est nous qui avons fait ça en sachant pertinemment que c'était la Russie qui était sur les rangs pour livrer des armes et de l'expertise. Donc à l'époque, on n'y voyait pas un risque d'hostilité, de contradiction. Mais à l'époque, il n'y avait pas la crise au Sahel, il n'y avait pas... Enfin, si, disons, le Sahel était loin. Maintenant, sur la crise au Sahel, on touche à quelque chose de fondamental pour la sécurité française. C'est fondamental. Et la question est très, très difficile, notamment pour le Mali. Effectivement, si on est obligé de partir du Mali, on partira, mais s'il y a... je ne veux pas rentrer, je suis plus spécialiste de ces questions, mais c'est sûr que s'il y a un basculement de ces pays dans la mouvance islamiste, ça posera un problème très grave pour la sécurité, pour la diplomatie française. Et c'est pour ça que je dis ici, il y a une bombe à retardement dans la relation franco-russe. C'est la même chose avec le dossier ukrainien. Alors, voilà, c'est-à-dire que comme la position... Mais il y a un point fondamental que la Russie ne peut pas reprocher à la France, d'un point de vue russe, c'est que la France n'a jamais pesé pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Au contraire. C'est-à-dire que quand on regarde le sommet crucial de Bucarest, c'était, j'essaie de me souvenir, 2008, avril 2008. Sommet de Bucarest, il y a Bush qui pousse, il y a les Anglais qui poussent, bien sûr, toujours, pour dire il faut que l'Ukraine reçoive un processus, le bénéfice d'un processus à l'OTAN qui s'appelle le Membership Accession Process. C'est-à-dire un système, une procédure, vous mettez le doigt dedans et 2 ans après, vous êtes membre de l'OTAN. Et là, c'est Merkel et Sarkozy qui se sont battus toute la nuit pour refuser que l'Ukraine rentre dans le système MAP, Membership Accession Process. Et ils ont gagné, mais ils ont été obligés de faire une concession. Et quand moi je vendais ma salade, si j'ose dire, au MID, pour leur dire quand même, vous voyez, là on a fait fort, hein, parce que la pression a été rude, et c'est vrai qu'elle a été rude. Et les négociateurs disent qu'ils recevaient des coups de fil à 2h du matin, encore, de la diplomatie américaine, pour qu'on cède sur l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie. Hein, les 2 pays étaient ensemble. Mais on me disait, oui, mais regardez, lisez le dernier communiqué. La dernière ligne du communiqué, c'était « La Géorgie et l'Ukraine seront membres de l'OTAN ». Et là, on a été obligé de céder. Ça a été un compromis. Et du coup, cette phrase se retrouve en permanence. Tous les communiqués de l'OTAN, nous rappelons le paragraphe numéro tant de la déclaration, etc., parce qu'il y a une pression ukrainienne et géorgienne. Mais j'ai tendance à penser que la ligne rouge, pour les Russes, c'est l'OTAN. Et jusque-là, ni l'Allemagne ni la France n'ont cédé sur ce point. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que Obama commençait à comprendre, et je crois que Biden, de ce côté-là, a compris aussi. Donc en fait, je veux dire, on peut peut-être considérer les ennuis que nous font les Russes en Afrique comme un prêté pour un rendu pour ce qu'on a fait en Ukraine. Mais ce qu'on a fait en Ukraine, c'était peut-être pas très sympa pour la Russie, mais c'était pas rédhibitoire. Alors, on peut, effectivement, il y a une échelle dans les mauvais traitements, ou les mauvaises procédures qu'on applique à l'un et à l'autre, mais l'irrémédiable n'a pas été commis en Ukraine. À chaque sommet de l'OTAN, l'Ukraine et la Géorgie arrivent en disant c'est écrit là, on rentre dans l'OTAN, et on leur dit les Américains en tête, pas tout de suite, etc. Ça, c'est une chose dont Biden et Poutine ont parlé à Genève il y a 2 mois, hein, c'est sûr. Il y a eu très peu de compte rendu de tout ça, mais non, ça peut durer très très longtemps. Je pense que si on se met à la place des Russes, le danger en ce qui concerne l'Ukraine,
c'est qu'en fait, l'Ukraine soit dans l'OTAN sans y être. C'est-à-dire qu'elle ait pratiquement les avantages. Il y a un certain nombre, par exemple, il y a un programme de l'OTAN qui s'appelle Enhanced Opportunity. Et ça revient à dire que l'Ukraine, et c'est signé déjà avec l'Ukraine, ça veut dire que l'Ukraine a droit au soutien militaire, à la formation de ces trucs, à la livraison d'armes, etc. Ça ne s'est pas matérialisé, mais l'accord est signé. Donc c'est plutôt ça le risque. Mais la rentrée à court terme, en tout cas, après on ne sait pas, mais la rentrée de l'Ukraine dans l'OTAN, je ne la vois pas en ce moment. C'est une... Enfin, l'OTAN, il a du plomb dans l'aile quand même. Hein. Oui. Et c'est le président français qui l'a dit le premier. La mort cérébrale. Enfin bon, ça c'est une autre discussion, mais je crois que bon, le coup est parti. Moi, évidemment, ça a été sans doute une erreur de rentrer dans l'OTAN, mais l'OTAN ne sera pas ne sera plus un acteur majeur de la diplomatie mondiale. Hein. Je crois que on est dans une zone de décroissance. Enfin, je me trompe peut-être, on ne sait jamais. En fait, j'ai eu une chance folle. Moi, je suis arrivé à Moscou juste après la crise géorgienne. Et sur la crise géorgienne, l'Europe, en fait, le président Sarkozy, avait joué un rôle très positif. Et j'ai entendu moi-même de très hauts responsables russes dire en fait, vous nous avez aidés parce que si nous avions pris Tbilissi en août 2008, nous serions brouillés avec le peuple géorgien pour 3, 4, 5 générations. Et en fait, la France, en offrant sa médiation, a rendu service à tout le monde. Et donc, en fait, moi, je prenais mes fonctions à ce moment-là, et en fait, donc ça a été une période bénie pour les relations franco-russes, il faut dire les choses. La campagne de Sarkozy a été assez anti-russe parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Non, mais enfin, vous savez, prenez les hommes politiques français pendant leur campagne électorale. Je veux dire, les relations internationales, c'est pas au sommet de leurs préoccupations, dans aucun pays au monde d'ailleurs. Vous ne gagnez pas une voix avec une bonne politique étrangère. Vous pouvez peut-être en perdre une ou deux si vous faites des erreurs, etc. Mais la politique étrangère, c'est pas... Nous avons ici des sénateurs et des députés qui ne diront pas le contraire. Bon. Et le sénateur grâce aux voix communistes. Ah, voilà, mais ça c'est peut-être... Mais c'est vraiment exceptionnel. Mais enfin, disons que pour une élection présidentielle, la politique étrangère, ça se règle en 10 minutes dans un tête-à-tête où on dit, je sais pas quoi, on respecte les alliances, la Russie est un grand pays et la Chine aussi, et, enfin, c'est à peu près ça. Hein. Donc voilà. En fait, Sarkozy a appris sur le terrain. Il a appris sur le terrain. Il avait dit d'ailleurs du mal de Poutine dans sa campagne électorale. Et en fait, ça s'est très bien passé quand il a fallu qu'il négocie pour la Géorgie. Et donc, du coup, moi, je suis arrivé porté par une vague plutôt positive. Et cette vague positive, elle a duré... je suis arrivé début, je suis resté quand même 5 ans presque. Hein. Donc, je suis arrivé en janvier 2013. Donc, 2009. 2009, 2010, 2011. Là, ça a commencé avec la crise syrienne, enfin Libye, ça allait à peu près. Au moment de la crise libyenne, d'ailleurs, personne ne sait ça, mais la Russie avait accepté, j'ai fait déranger le président russe à 2h du matin, la Russie avait accepté la demande française de garder l'ambassade de France qu'on avait évacuée parce que commençaient les bombardements, etc. Donc, évidemment, on ne pouvait pas laisser l'ambassadeur se faire étriper à Tripoli. Et donc, la Russie, pendant quelque temps, après,
ça a pris fin, mais la Russie, sur le principe, avait manifesté son accord pour défendre. C'était pas vraiment défendre des intérêts diplomatiques, mais défendre, disons, l'ambassade de France évacuée par les Français. Donc, 2011, ça allait sur la Libye. Et puis, 2012, ça a commencé à... Fin 2011, ça a commencé à s'aigrir sur la question syrienne. Voilà. Donc c'est à partir de là que les relations ont commencé à s'éloigner. Mais en début 2012, c'est-à-dire avant l'arrivée de Hollande, on avait signé le Mistral, on avait des perspectives de développement absolument colossales sur le plan économique, sur le plan automobile, sur le plan, comment dirais-je, pétrolier, gazier. Beaucoup de ces projets se sont réalisés quand même. Mais je pense que la crise syrienne, et ça c'était sous Sarkozy déjà, c'était pas uniquement Hollande, avec l'évacuation de l'ambassade de France à Damas, décidée par Juppé, a été le début en fait d'une montée d'un antagonisme entre le point de vue russe et le point de vue français sur la Syrie. Et puis alors après, ça allait. Alors après, il y a eu Hollande, etc. Bon, ça a commencé la relation bilatérale a commencé vraiment à se dégrader à ce moment-là. Et alors, il y a eu évidemment un espoir immense qui est apparu avec les propositions de Macron. Et moi j'y crois encore, simplement il ne va rien se passer parce qu'on est entré en campagne électorale. Mais je n'ai pas renoncé, enfin je ne pense pas qu'on doive renoncer à un certain nombre d'idées qui ont été mises sur la table par le président français il y a plus d'un an, et notamment cette idée qui est cruciale d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Je vous disais que la Russie est modérément révisionniste, c'est-à-dire qu'en Europe, il y a des choses, il faut recréer effectivement une architecture de sécurité, et je crois que c'est le bon sens le plus évident. Je pense qu'on réussira à convaincre les Lituaniens et les Estoniens que leur sécurité est mieux assurée par un accord européen avec la Russie que en faisant stationner 5 Charles Leclerc à 150 km de Saint-Pétersbourg. Mais est-ce que c'est possible si on a tout à fait des visions complètement différentes, ne serait-ce que par rapport au résultat, à la Seconde Guerre mondiale? Vous savez à quel point cette question est importante pour les Russes? Quelle question, pardon? Par exemple, vous avez parlé que les Russes peut-être ne connaissent pas les chiffres des Français qui étaient morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que les Français... Ah ça c'est encore pire. Voilà. Mais quand vous regardez les statistiques, de toute façon, plus personne n'étudie l'histoire. Il n'y a qu'en Russie qu'on essaye d'étudier l'histoire, mais avec un angle un peu particulier, mais ça peut se comprendre. Mais en France, on n'étudie plus l'histoire du tout. Et donc, il y avait des statistiques très intéressantes qui ont été des sondages qui montraient que, vous l'avez vu, c'est très intéressant. En 1945 et après en 2010. Et de 2010, vous aviez 2 tiers des Français qui pensaient, à peu près, je n'ai pas les chiffres précis en tête, 2 tiers des Français qui pensaient que c'était les Russes qui avaient gagné la guerre, ce qui est exact. Et ils ont contribué à la victoire. Oui, enfin, il y a une forme comme pas gagné ça, parce que c'est vrai, il y a des, oui, enfin bon, des alliés et tout. C'était disons, l'élément déterminant de la victoire. Et la proposition est exactement inverse en 2010. Oui. Vous avez 2 tiers des Français qui pensent que ce sont les Américains qui ont gagné la guerre. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le soldat Ryan, faut-il sauver le soldat Ryan, le D-Day, l'avalanche de films qui sont passés. Le plus amusant que j'ai vu, c'est un film qui s'appelait 1917, sur la Première Guerre mondiale, où on ne voit pas un soldat français. À un moment, on voit dans le lointain un uniforme qui pourrait être français. C'est comme si c'était les Anglais qui avaient gagné la guerre. La puissance de comment dirais-je, des films, de la télévision, de tout ça, quelque chose d'absolument colossal. Donc, je pense que c'est un point plus important. Je ne pense pas qu'il y ait eu véritablement une volonté d'occulter le rôle de l'armée rouge. Quand on regarde la télévision, les documentaires, il y en avait un excellent sur l'armée rouge sur Arte il y a 2 jours.
personne ne veut occulter le rôle de la Russie ou de l'armée rouge. Je crois que c'est tout simplement l'effet de Hollywood. Hein. Alors, peut-être qu'il y a un substrat politique dans Hollywood, ça je n'exclus pas, mais... Ah, je suis allé, je pourrais plutôt dire les villes que je n'ai pas visitées. Non, enfin, je n'ai pas visité toutes les villes, mais je crois que j'en ai visité beaucoup plus que le russe moyen. Mais en revanche, il manque à mon tableau de chasse la Carélie et Kamtchatka. Ça, je suis désolé, c'est les 2 points que je n'ai pas vus. Mais pour le reste de Vladivostok... Oui, je regrette Kamtchatka, oui. Je regrette beaucoup. Mais sinon, je suis allé pas très loin du Kamtchatka, mais je n'ai pas vu le Kamtchatka. Et la Carélie, ça a raté, parce qu'il faut... les Solovki, on ne peut y aller que 6 mois par an et ça tombait mal. Voilà, donc ça, j'ai pas... Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas beaucoup de... Je suis allé dans l'Altaï, je suis allé partout. Ben, en 5 ans, on a le temps. Sur cela, je pense Allez, qu'on peut on va. Merci Allez. beaucoup.